Je m'appelle Élise Moreau, et à 38 ans, je vis dans le cœur battant de Paris, au sein d'un appartement haussmannien niché dans les ruelles sinueuses du Marais. Les hauts plafonds ornés de moulures, les parquets craquant sous mes pas, et les grandes fenêtres qui laissent filtrer la lumière tamisée des lampadaires de la rue, tout cela compose le décor de ma vie quotidienne, un tableau qui, vu de l'extérieur, respire l'élégance et la sérénité. Mon mari, Antoine, est un homme que beaucoup envient, cadre supérieur dans une prestigieuse banque d'investissement, il navigue avec aisance dans les sphères de la finance, où les costumes sur mesure et les poignées de main ferment celles des accords millionnaires. Il a ce charisme magnétique, avec ses cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, ses yeux verts perçants qui captivent lors des conversations, et ce sourire qui désarme les plus sceptiques. Ensemble, nous formons ce couple modèle que l'on invite au dîner mondain, où l'on trinque au succès et à l'amour éternel. Ma carrière, quant à elle, est le fruit d'un labeur acharné qui a englouti 15 années de ma vie. J'ai gravi les échelons de la médecine avec une détermination farouche, me spécialisant en chirurgie cardiaque, ce domaine où chaque battement de cœur compte, où la précision d'un scalpel peut séparer la vie de la mort. À l'hôpital Saint-Louis, un bastion de la médecine parisienne avec ses couloirs interminables et son odeur persistante d'antiseptique, je suis respectée par mes collègues. Les infirmières me saluent avec un hochement de tête admiratif, les internes me consultent pour des avis éclairés, et les patients me remercient souvent avec des larmes dans les yeux après une opération réussie. Je me souviens encore de mes premières années d'études, ces nuits blanches passées sur des manuels épais comme des briques, les dissections interminables en amphithéâtre, les gardes épuisantes où le café devenait mon meilleur allié. Tout cela pour arriver ici, à ce poste où je dirige des équipes, où je répare des cœurs brisés littéralement. Notre foyer semble être un havre de paix, un refuge contre le tumulte de la ville. Les soirs où je rentre tôt, nous préparons des dîners élégants, Antoine ouvre une bouteille de Bordeaux millésimée, et nous discutons autour d'une table dressée avec soin, des chandelles vacillantes projetant des ombres dansantes sur les murs. Les week-ends, nous filons vers la Normandie, dans une petite maison de campagne que nous avons achetée il y a 5 ans. Là-bas, l'air salin de la mer revigore mes poumons fatigués par les masques chirurgicaux, et nous marchons main dans la main sur les falaises, contemplant les vagues qui s'écrasent en contrebas. Antoine est attentionné en public, me couvrant de compliments qui font rougir les autres femmes. Élise est non seulement belle, mais brillante, dit-il souvent lors de ses escapades, en me serrant contre lui. Il m'offre des cadeaux coûteux, un collier en diamant pour notre anniversaire, une montre suisse gravée de nos initiales, des gestes qui, autrefois, me faisaient fondre. Pourtant, sous cette façade polie, une tension sournoise commence à s'installer, comme une ombre qui s'allonge au crépuscule. Cela a débuté subtilement, il y a quelques mois. Antoine a commencé à critiquer mes horaires tardifs, ces gardes qui me retiennent à l'hôpital jusqu'au petit matin. Tu rentres à des heures impossibles, Élise. Est-ce que tu penses à nous, à notre mariage, lance-t-il parfois, son ton mi-plaisant mi-reprocheur, accompagné d'un sourire forcé qui ne atteint pas ses yeux. Je l'ignore la plupart du temps, attribuant ces remarques à la fatigue accumulée de ses propres journées chargées. Après tout, la finance est un monde impitoyable, avec ses marchés volatiles et ses clients exigeants. Je me dis que c'est passager, que son stress le rend irritable, et que notre amour, forgé au fil des ans, survivra à ces petites tempêtes. Mon téléphone vibre souvent, un bourdonnement incessant qui ponctue nos soirées. Ce sont des messages de l'hôpital, un collègue qui demande un conseil urgent, un patient en posto qui nécessite une surveillance accrue, ou simplement le planning des gardes à venir. Chaque fois que je le consulte, je sens le regard scrutateur d'Antoine posé sur moi, comme s'il pesait chaque mot que je tape en réponse. C'est encore le boulot ? Tu ne peux pas décrocher un peu, murmure-t-il, en posant sa main sur la mienne d'un geste qui se veut affectueux mais qui me semble de plus en plus possessif. La normalité craquelle doucement, comme une fine couche de glace sous le poids d'un pas. Les silences se prolongent lors des repas, autrefois remplis de rires et d'anecdotes, ils deviennent des gouffres où l'on évite les regards. Je fixe mon assiette, remuant distraitement ma fourchette, tandis qu'il sirote son vin en observant par la fenêtre les lumières de la ville. Je me convainc que tout va bien, que ces fissures ne sont que temporaires. Au fond de moi, cependant, une petite voix murmure que quelque chose cloche, un instinct primal qui me titille comme un picotement au creux de l'estomac. Les soirées mondaines, ces rassemblements chez des amis influents dans des hôtels particuliers aux façades ornées, masquent l'inconfort croissant. Je souris aux invités,
engageant des conversations polies sur l'art contemporain ou les dernières expositions au Louvre, mais mon cœur bat plus fort, irrégulier, comme si un orage approchait à l'horizon. Antoine m'embrasse sur la joue lors de ces événements, un baiser qui devrait être tendre mais dont les mains sur ma taille sont plus possessives qu'affectueuses, comme s'il marquait son territoire devant les autres points le soir, lorsque je me couche épuisé par mes gardes, le corps endolori par des heures passées en salle d'opération, je me blottis sous les couvertures en me convainquant que tout va bien. Les draps de soie, choisis ensemble lors d'un voyage à Milan, enveloppent mon corps comme un cocon protecteur. Mais les fissures apparaissent de plus en plus clairement. Antoine a pris l'habitude de vérifier mes messages, prétextant une jalousie amoureuse qui, dit-il, prouve son attachement. Je t'aime tellement que je ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre t'accapare, explique-t-il avec ce ton suave qui m'a séduite autrefois. Je ferme les yeux, espérant que cela passe, que demain tout redeviendra comme avant. Pourtant, dans l'obscurité de la chambre, où seul le tic-tac de l'horloge ancienne brise le silence, je sens une inquiétude grandir, une sensation diffuse que notre équilibre précaire est sur le point de basculer. Paris, cette ville éternelle avec ses boulevards animés et ses cafés bruissants de conversation, devient le théâtre de mes doutes naissants. Le matin, en me rendant à l'hôpital, je traverse le pont Neuf, observant les bateaux-mouches qui glissent sur la Seine, emportant des touristes émerveillés. L'air frais du matin me revigore, et pendant un instant, je oublie les tensions. À l'hôpital, je plonge dans mon travail avec ferveur, une opération délicate sur un patient âgé, où je guide mes mains avec une précision millimétrée, sentant le pouls régulier sous mes doigts gantés. Ces moments me rappellent pourquoi j'ai choisi cette voie pour réparer, pour guérir, pour défier la fragilité humaine. Mais même là, les ombres s'insinuent, un appel d'Antoine en pleine pause, quand rentres-tu ce soir ? J'ai réservé une table chez ce nouveau restaurant italien. Sa voix est chaleureuse, mais je décèle une note d'impatience, comme s'il réclamait ma présence comme un du point nos amis ne voient rien, ou du moins, ils n'en disent mot. Lors d'un brunch dominical dans un café branché de Saint-Germain-des-Prés, entouré de rire et de l'arôme du café fraîchement moulu, Antoine me complimente devant tous, Élise est une chirurgienne exceptionnelle, mais c'est aussi la meilleure épouse du monde. Les autres hochent la tête, envieux, mais je sens son pied frôler le mien sous la table, un geste intime qui me met mal à l'aise. Est-ce de l'amour, ou une façon de me rappeler ma place ? Je chasse ces pensées, me concentrant sur la conversation, sur les croissants croustillants et le jus d'orange pressé. Pourtant, les signes s'accumulent, imperceptibles pour les autres mais évidents pour moi. Un soir, en rentrant plus tôt que prévu, je le trouve assis dans le salon, feuilletant mon agenda professionnel laissé sur la table basse. Juste curieux de tes projets, dit-il avec un haussement d'épaules. Mon cœur se serre, mais je souris, minimisant l'incident. Dans la salle de bain, devant le miroir orné de dorures, je me lave le visage, observant mes traits fatigués, les fines rides au coin des yeux, témoins de mes nuits courtes, et ce regard qui commence à refléter une incertitude grandissante. Antoine entre, m'enlace par derrière, son souffle chaud contre ma nuque. Tu es à moi, Élise, murmure-t-il, et pour la première fois, ces mots sonnent comme une chaîne plutôt qu'une déclaration d'amour. Je me couche ce soir-là, le corps lourd, l'esprit tourmenté. Dehors, la pluie commence à tomber sur les toits de zinc, un rythme régulier qui berce la ville endormie. Je ferme les yeux, priant pour que le sommeil efface ses doutes, mais au fond, je sais que la tension monte, inexorable, comme une marée qui grignote les falaises normandes. Notre vie parfaite n'est qu'une illusion fragile, et je sens, avec une clarté effrayante, que l'orage est imminent. Demain, peut-être, tout changera, mais pour l'instant, je m'accroche à l'espoir ténu que notre amour l'emportera. Les signes commencent à s'accumuler, subtils mais persistants, comme des gouttes d'eau qui finissent par user la pierre la plus solide. Tout a vraiment débuté un soir d'automne pluvieux, où les rues de Paris luisaient sous les réverbères, reflétant les lumières floues des vitrines. J'étais rentrée épuisée après une longue journée à l'hôpital Saint-Louis, où j'avais passé des heures en salle d'opération à sauver un patient en urgence cardiaque. L'adrénaline courait encore dans mes veines, les bips stridents des moniteurs, l'odeur âcre du sang et du latex, la tension palpable de l'équipe autour de moi alors que je suturais une artère déchirée avec une précision chirurgicale. Mes mains, encore tremblantes de l'effort, portaient les marques rouges des gants trop serrés. En poussant la porte de notre appartement, j'aspirais à un moment de paix, à un baiser chaleureux d'Antoine pour effacer la fatigue. Mais il était là,
assis dans le salon au meuble design, ce canapé en cuir italien que nous avions choisi ensemble lors d'un week-end à Milan, un verre de cognac ambré à la main, tournoyant lentement le liquide comme s'il méditait sur un secret sombre. La pièce était éclairée par une lampe tamisée, projetant des ombres longues sur les murs tapissés de livres et de tableaux abstraits. « Où étais-tu » a-t-il lancé d'un ton accusateur, ses yeux verts plissés, comme si j'avais commis un crime impardonnable. Sa voix, habituellement suave et persuasive dans ses négociations bancaires, résonnait maintenant avec une pointe d'agressivité qui me fit sursauter. Je posai mon sac médical par terre, sentant l'humidité de la pluie s'évaporer de mon manteau. Calmement, je lui expliquai, l'opération d'urgence, le patient stabilisé in extremis, la satisfaction d'avoir arraché une vie aux griffes de la mort. Mais au lieu d'un hochement de tête admiratif, il ricana, un rire sec et moqueur qui me transperça comme une lame froide. Toujours l'héroïne, hein? À l'hôpital, tu joues à la sauveuse, mais ici, à la maison, tu n'es rien sans moi. Ces mots s'enfoncèrent en moi comme des épines, provoquant une douleur sourde au creux de ma poitrine. Je les balayai d'un geste mental, me convainquant que c'était son stress au travail, ses fusions d'entreprises qui le tenaient éveillé tard, ses appels interminables avec des clients exigeants qui le rendaient si acerbe. Pourtant, ce soir-là, en me déshabillant dans la salle de bain aux carreaux de marbre veiné, je sentis une première fissure dans mon armure émotionnelle. Le lendemain matin, le soleil filtrait timidement à travers les voilages de notre chambre, chassant les ombres de la nuit. Nous avions prévu un brunch avec des amis dans un café chic de Saint-Germain-des-Prés, un de ces endroits où l'on commande des œufs bénédicts et des mimosas, entourés du bourdonnement des conversations intellectuelles. J'étais excitée à l'idée de partager mes anecdotes professionnelles, ces histoires qui animaient habituellement les discussions. Assise à la table ronde, sous les parasols rayés, je commençai à raconter l'opération de la veille, la course contre la montre, le moment où le cœur du patient avait repris son rythme régulier sous mes doigts. Mes amis écoutaient, captivés, leurs yeux brillants d'admiration. Mais Antoine, assis à mes côtés, son bras nonchalamment posé sur le dossier de ma chaise, m'interrompit brusquement. Élise exagère toujours ses exploits, lança-t-il avec un sourire en coin, sa voix portant assez fort pour que les tables voisines se tournent. Elle est plus faite pour la cuisine que pour le bistouri. N'est-ce pas, chérie? Les rires forcés des invités fusèrent, un mélange de malaise et de politesse, me faisant rougir jusqu'aux oreilles. Je sentis une chaleur monter à mes joues, comme si on m'avait giflé en public. Je souris poliment, forçant un rire léger pour désamorcer la tension, mais intérieurement, une tempête se levait, humiliation mêlée à confusion. Pourquoi dire cela? Était-ce une blague maladroite, ou quelque chose de plus profond? En rentrant, dans la voiture qui filait le long de la Seine, je fixai le paysage défiler les péniches amarrées, les joggeurs matinaux, évitant son regard dans le rétroviseur. À la maison, les choses empirèrent subtilement. Antoine devint plus contrôlant, comme un marionnettiste tirant doucement sur les ficelles. Il insista pour gérer nos finances, affirmant avec ce ton paternaliste qu'il maîtrisait si bien, « Tu es trop distraite par ton métier, Élise. Laisse-moi m'en occuper, c'est pour ton bien. » Au début, je cédai, pensant que c'était une preuve d'attention. Après tout, ses compétences en investissement nous avaient permis d'acheter cet appartement et la maison en Normandie. Mais bientôt, je remarquai des changements, des factures payées sans mon avis, des virements vers des comptes que je ne connaissais pas. Un jour, en fouillant dans mon sac pour un stylo, je trouvai mon agenda médical annoté de son écriture élégante et inclinée, « Annule ça, on dîne ensemble », griffonné en rouge sur une réunion d'équipe cruciale. Mon cœur se serra dans ma poitrine, comme compressé par une main invisible, je sentis une emprise se resserrer autour de moi, limitant mes mouvements professionnels comme on bride un cheval sauvage. C'est pour nous, pour notre couple, expliqua-t-il quand je le confrontai, ses mains posées sur mes épaules avec une fermeté qui n'admettait pas de réplique. Puis vinrent les signes plus troublants, ceux qui semaient le doute comme des graines empoisonnées. Un appel anonyme sur mon téléphone portable, un soir où j'étais seule dans la cuisine, préparant un thé à la camomille pour apaiser mes nerfs. La voix féminine à l'autre bout rit doucement, un rire cristallin et moqueur, avant de raccrocher sans un mot. Mon pouce accéléra, je recomposai le numéro, mais il était masqué. Quand Antoine rentra, son manteau encore imprégné de l'odeur de la pluie parisienne, je lui en parlai, ma voix tremblante malgré moi. Il haussa les épaules, feignant l'indifférence, probablement une erreur, une pub ou un faux numéro.
Mais ses yeux évitèrent les miens, fuyant vers la fenêtre où les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Ce regard fuyant, ce léger tic à la commissure de ses lèvres, je les connaissais bien, signe d'un mensonge chez lui. À la trahison se profila plus clairement un après-midi pluvieux, alors que j'étais rentré tôt pour une rare pause. Antoine avait laissé son portable sur la table du salon, l'écran allumé sur un message entrant, « Rendez-vous ce soir, mon amour ». Mon estomac se noua comme un poing serré, je saisis l'appareil, le cœur battant la chamade. Il le supprima vite quand il entra dans la pièce, prétextant un collègue avec un humour déplacé, juste un pote qui plaisante. Mais je vis la panique fugitive dans ses yeux, cette lueur de culpabilité qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. La douleur grandit en moi ce jour-là, un mélange âcre de doute et de peur, comme un poison se diffusant dans mes veines. Était-ce une maîtresse? Des signes antérieurs affluaient maintenant, des parfums étrangers sur ses chemises, des absences inexpliquées lors de réunions tardives, des sourires secrets quand il consultait son téléphone. Je me sentis piégée, comme dans une toile d'araignée finement tissée. Pourtant, je restais silencieuse, craignant de briser l'illusion de notre mariage parfait, cette bulle que j'avais chérie si longtemps. Mes nuits devinrent agitées, je me réveillais en sueur, dreaming de liberté, des plages infinies de Normandie sans lui, des opérations où je régnais en maître sans critique. Mais la réalité m'étouffait, Antoine m'embrassait avec une possessivité accrue, ses lèvres pressées contre les miennes comme pour marquer son territoire, ses mains glissant sur ma taille avec une insistance qui me faisait frissonner d'inconfort plutôt que de désir. Je commençais à douter de moi-même, me demandant si je méritais cela. Étais-je trop absente, trop ambitieuse? Dans le miroir de la salle de bain, je scrutais mon reflet, les cernes sous mes yeux, les lèvres pincées, une femme qui perdait peu à peu son éclat. Les jours suivants, la tension s'intensifia. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, sous un ciel gris chargé de nuages, Antoine critiqua ouvertement ma tenue, « Tu t'habilles comme une doctoresse, pas comme ma femme ». Ces mots, prononcés avec ce ton mi-plaisant mi-sérieux, me firent chanceler. Autour de nous, les familles riaient, les enfants couraient après des pigeons, mais je me sentis isolée, comme dans une bulle de verre. Plus tard, à la maison, il insista pour choisir mes vêtements pour une soirée, « Laisse-moi t'aider, tu es si belle quand tu suis mes conseils ». Sa voix était douce, mais ses yeux trahissaient une soif de contrôle. Un soir, seul dans le salon pendant qu'il était au bureau, je fouillai discrètement son manteau oublié. Une carte de visite d'une parfumerie chic, avec un numéro griffonné au dos féminin, élégant. Mon cœur cognait fort, je remis tout en place, les mains tremblantes. La trahison n'était plus un doute, mais une ombre grandissante. Je m'assis sur le canapé, fixant le feu dans la cheminée. Ironie du sort, ce même feu qui consumerait bientôt mon diplôme. Les flammes dansaient, hypnotiques, reflétant ma tourmente intérieure. Antoine rentra tard, sentant le vin et un parfum sucré qui n'était pas le mien. Il m'embrassa, mais je détournai la tête, prétextant la fatigue. Au fil des semaines, ces incidents s'enchaînèrent, érodant ma confiance comme Loïse Laroche. Un message supprimé, un appel étouffé, une critique voilée lors d'un dîner. Je me surpris à marcher sur des œufs, à anticiper ses humeurs pour éviter les conflits. Mais au fond de moi, une petite flamme de résistance s'allumait, faible mais tenace. Je n'étais pas encore prête à affronter la vérité, mais les signes étaient là, inexorables, menant vers l'inévitable confrontation. Paris, avec ses rues animées et ses secrets cachés, devenait le décor de ma descente émotionnelle, un labyrinthe où chaque tournant révélait une nouvelle facette de sa trahison. Et moi, Élise, je naviguais dans cette tempête, ignorant encore que la force pour m'en extraire sommeillait en moi. Le point culminant arriva lors d'une réception somptueuse chez des amis influents, dans un hôtel particulier niché au cœur des Champs-Élysées. La soirée battait son plein sous les lustres cristallins qui scintillaient comme des étoiles captives, illuminant les salons aux murs lambrissés d'or et de velours pourpre. L'air embaumait le parfum capiteux des fleurs fraîches, des roses blanches et des lys imposants disposés dans des vases en cristal de baccarat mêlés à l'arôme subtil du champagne millésimé qui coulait à flots dans des flûtes effilées. Les invités, une quarantaine de personnalités triées sur le volet, circulaient avec élégance, des banquiers en smokings impeccables, des artistes aux tenues excentriques, des héritières drapées dans des robes couture signées Dior ou Chanel. Les conversations fusaient,
un bourdonnement sophistiqué sur l'art contemporain, une exposition récente au Centre Pompidou, la finance internationale avec ses fluctuations imprévisibles, et les dernières rumeurs mondaines qui faisaient vibrer la haute société parisienne. Le piano à queue au centre de la pièce diffusait une mélodie légère de Debussy, jouée par un musicien discret, ajoutant une touche de raffinement à cette atmosphère opulente. J'y étais arrivée au bras d'Antoine, fière et confiante, portant une robe rouge écarlate qui épousait mes courbes avec une sensualité discrète, le tissu soyeux cascadant jusqu'au sol en un flot élégant. C'était une création d'un jeune designer que j'avais découverte lors d'une virée shopping rue du Faubourg Saint-Honoré, et elle me faisait me sentir invincible, une femme accomplie, à la fois chirurgienne respectée et épouse admirée. Mes cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué, orné d'une barrette en perles, et un collier de diamants, cadeau d'Antoine pour notre 10e anniversaire, scintillait à mon cou. En entrant dans l'hôtel particulier, avec ses escaliers monumentaux et ses miroirs anciens qui multipliaient les reflets, j'avais salué nos hôtes avec un sourire radieux. « Élise, vous êtes resplendissante ce soir », m'avait dit la maîtresse de maison, une femme aux cheveux platines et au regard perçant, en me serrant la main. Antoine, à mes côtés, semblait détendu, son costume noir sur mesure soulignant sa silhouette athlétique, un verre de whisky à la main. Mais en y repensant maintenant, ses yeux verts brillaient d'une lueur étrange, une étincelle malicieuse que j'avais attribuée à l'excitation de la soirée, sans me douter qu'elle cachait une tempête imminente. La réception se déroulait sans accroc au début. Je naviguais d'un groupe à l'autre, engageant des discussions animées, avec un galeriste sur les œuvres de Picasso que j'adorais, avec une avocate sur les défis éthiques en médecine. Antoine me suivait parfois, posant une main possessive sur le creux de mes reins, un geste qui, autrefois, me faisait frissonner de plaisir, mais qui ce soir-là me semblait plus lourd, comme une encre. Vers minuit, alors que l'ambiance montait en crescendo, les rires plus forts, les verres qui tintaient plus fréquemment, Antoine s'éloignait un instant pour discuter avec un groupe d'hommes près de la cheminée. Celle-ci crépitait joyeusement, les flammes dansant dans l'âtre monumental sculpté de marbre, projetant des ombres orangées sur les visages. Je ne prêtais pas attention, absorbée par une conversation avec une collègue médecin invitée elle aussi, sur les avancées en cardiologie interventionnelle. Soudain, la voix d'Antoine tonna au-dessus du brouhaha, imposant le silence comme un coup de tonnerre. Il s'était placé au centre de la pièce, levant son verre comme pour porter un toast, mais son expression était loin d'être festive. « Mes amis, lança-t-il d'un ton théâtral, sa voix résonnant contre les hauts plafonds, je dois vous confier quelque chose sur ma chère Élise. » Tous les regards se tournèrent vers lui, puis vers moi, une curiosité mêlée d'amusement flottant dans l'air. Mon cœur manqua un battement, je sentis une appréhension glacée me remonter l'échine. Que préparait-il ? Une déclaration d'amour public, comme il en avait l'habitude pour charmer l'assistance ? Mais non, son sourire était trop acéré, ses yeux trop froids. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un document plié, mon diplôme de médecine, ce parchemin précieux que j'avais encadré dans mon bureau à la maison. Comment l'avait-il eu ? Je l'avais vu la veille encore, accroché au mur. Une vague de confusion m'envahit, je fis un pas en avant, mais il leva la main pour m'arrêter. Élise pense être docteur, poursuivit-il, sa voix montant en crescendo, empreinte d'une moquerie venimeuse qui fit frissonner l'assemblée. Mais elle est avant tout ma femme. Sur ces mots, il approcha le diplôme de la cheminée allumée, le tenant du bout des doigts comme un vulgaire papier sans valeur. Les flammes léchèrent le bord du parchemin, et d'un geste théâtral, il le jeta dans l'âtre. Un cri étouffé échappa à quelques invités, le papier se tordit, noircit, se consuma en une danse macabre de cendres volantes. 15 ans d'études, les nuits blanches sur les bancs de la faculté, les examens épuisants, les stages harassants dans les hôpitaux bondés réduits en poussière sous les yeux écarquillés de tous. Une femme, debout à ses côtés, applaudit en riant, un rire strident et cruel qui trancha l'air comme une lame. Je la reconnus vaguement, une brune aux lèvres peintes en rouge vif, aux yeux maquillés de smoky eyes, vêtue d'une robe moulante qui hurlait la séduction. Sa maîtresse, celle dont j'avais soupçonné l'existence à travers des parfums étrangers et des messages effacés. Ses applaudissements résonnaient comme une insulte, ses yeux moqueurs posaient sur moi avec une satisfaction évidente, comme si elle savourait ma chute. Antoine, non content de ce spectacle, sortit son téléphone de sa poche et commença à filmer la scène, l'objectif braqué sur les flammes puis sur mon visage. « Pour que tu n'oublies jamais ta place », cria-t-il, sa voix triomphante,
empli d'une jubilation perverse qui me glaça le sang. Les invités étaient stupéfaits, certains murmuraient dans leurs mains, d'autres riaient nerveusement, mal à l'aise, jetant des regards furtifs vers moi. Une femme âgée, une amie de la famille, secoua la tête en signe de désapprobation, mais personne n'intervint. L'humiliation était totale, une vague déferlante qui m'engloutit. Je restai figé sur place, le cœur battant la chamade dans ma poitrine, comme un tambour de guerre. Une chaleur insoutenable monta à mes joues, les faisant brûler comme si on y avait appliqué un fer rouge, mes mains tremblaient, serrées en poing pour masquer leur agitation. Je sentis les regards pitoyants peser sur moi, cette pitié mêlée à une curiosité malsaine, comme si j'étais un spectacle de cirque. Antoine me toisa, triomphant, sa poitrine gonflée d'orgueil, sa maîtresse à ses côtés comme une complice victorieuse, son bras frôlant le sien dans une intimité flagrante. Mon téléphone vibra dans la poche de ma robe, un bourdonnement discret que j'ignorais, les larmes affluant à mes yeux malgré mes efforts pour les retenir. L'une d'elles roula sur ma joue, traçant un sillon brûlant. À l'intérieur, une tempête rageait, une colère sourde bouillonnait, mêlée à une tristesse abyssale, un vide qui aspirait toute ma substance. Je me sentais nue, exposée, réduite à rien plus qu'une ombre de la femme que j'étais. Les souvenirs affluaient en rafales, les sacrifices pour ce diplôme, les encouragements de mes parents disparus, la fierté lors de la remise. Tout cela piétiné en public, transformé en farce cruelle. Comment avait-il pu? Cette trahison, si publique, si calculée, me transperçait comme un poignard. Incapable de supporter plus longtemps cet enfer, je quittai la pièce sans un mot, prétextant un malaise d'une voix à peine audible. Les invités s'écartèrent comme la mer Rouge, leurs murmures me suivant comme un cortège funèbre. Dans le vestibule, je saisis mon manteau des mains du valet, et me précipitai dehors. La rue froide de Paris m'accueillit, le vent hivernal giflant mon visage rougi, emportant avec lui les échos des rires lointains. Les Champs-Élysées scintillaient de lumière festive, les vitrines de Noël des boutiques de luxe, les guirlandes accrochées aux arbres, mais pour moi, tout était gris, flou à travers mes larmes. Je marchais seul, mes talons claquant sur le trottoir humide, passant devant l'arc de triomphe illuminé qui semblait me narguer avec sa grandeur impassible. Chaque pas était une lutte contre l'effondrement, mon souffle court, mes pensées en tourbillon. Cette nuit-là, de retour dans notre appartement vide, Antoine n'était pas rentré, probablement avec elle, je m'effondrais sur le lit, pleurant en silence, revivant la scène en boucle, les flammes voraces, les applaudissements, le flash du téléphone. La douleur était physique, une nausée qui me tordait les entrailles. Mais au fond de ce gouffre, une étincelle naquit, faible mais tenace. Ce diplôme brûlé? C'était une copie, celle que j'avais faite pour l'encadrer, par précaution. Le vrai, l'original certifié, était en sécurité dans mon coffre à la banque, à l'abri de ses mains destructrices. Et demain, le directeur de l'hôpital m'attendait pour un entretien crucial, un poste de chef de service qui changerait tout. Dans l'obscurité de la chambre, où seul le tic-tac de l'horloge brisait le silence, je sentis une résolution se former, comme un phénix renaissant des cendres. L'humiliation n'était pas la fin, elle serait le catalyseur de ma libération. Après cette nuit cauchemardesque, qui semblait sortie d'un mauvais rêve fiévreux, je rentrai chez nous sous une pluie fine qui transformait les rues de Paris en miroirs liquides, reflétant les lumières blafardes des réverbères. Les Champs-Élysées, habituellement si vibrants avec leurs boutiques illuminées et leurs passants pressés, me paraissaient ce soir-là comme un décor funèbre, un boulevard déserté par la joie. Mon cœur cognait encore dans ma poitrine, un rythme erratique qui rappelait les moniteurs cardiaques que je surveillais à l'hôpital. Chaque pas résonnait sur le trottoir humide, un écho solitaire qui amplifiait mon isolement. L'appartement haussmannien du Marais, ce refuge que j'avais autrefois aimé pour ses hauts plafonds et ses balcons ouvragés, m'apparut soudain oppressant, comme une cage dorée dont les barreaux se resserraient autour de moi. En poussant la lourde porte en bois verni, je fus accueilli par un silence étouffant, rompu seulement par le tic-tac distant de l'horloge ancienne dans le salon. Antoine n'était pas rentré, probablement encore avec elle, cette femme aux lèvres rouges et au rire cruel qui avait applaudi sa destruction publique. Je traversai le couloir sur la pointe des pieds, mes talons claquant malgré moi sur le parquet ciré, et me dirigeai vers la chambre. Là, dans le lit king size au drap de soie froissé, il dormait paisiblement, son visage serein éclairé par la lueur bleue de son téléphone posé sur la table de nuit. Comme si rien n'était arrivé.
Comme si brûler mon diplôme symbole de 15 ans de sacrifice n'était qu'un caprice anodin, effacé par le sommeil. Une rage sourde monta en moi, mais je la ravalai, me contentant de le fixer un instant, notant les rides légères au coin de ses yeux, ces marques que j'avais autrefois caressées avec tendresse. Maintenant, elles me semblaient être les stigmates d'un menteur. Je ne pus supporter cette vision plus longtemps. Je me réfugiai dans la cuisine, cet espace moderne au comptoir de granit noir et aux appareils high-tech que nous avions choisi ensemble lors d'une foire design à Milan. La pièce était froide, l'air chargé d'une odeur résiduelle de café du matin. Je m'assis sur un tabouret haut, les coudes posés sur l'îlot central, et fixai les cendres imaginaires dans mon esprit, ces mêmes flammes voraces qui avaient dévoré le parchemin sous les yeux moqueurs des invités. Les souvenirs affluèrent alors, comme une marée montante qui submerge les digues fragiles. Tout avait commencé si subtilement, des mois auparavant. Ces critiques constantes, déguisées en conseils bienveillants, « Tu travailles trop, Élise. Pense à nous. » Ou encore, lors de dîners intimes, ces remarques acerbes sur mes choix vestimentaires, « Cette robe te fait ressembler à une collègue, pas à ma femme. » Je revoyais maintenant ces moments avec une clarté douloureuse, comment il avait progressivement isolé mes amis, prétextant que « nous n'avons besoin de personne d'autre ». Ces contrôles subtils, vérifier mes relevés bancaires sous couvert de « gestion familiale », annoter mon agenda professionnel de ces ordres déguisés en suggestions. Et les absences inexpliquées, ces « réunions tardives », qui le faisaient rentrer avec une odeur de parfum féminin accroché à ses chemises, un mélange sucré de vanille et de musc que je n'utilisais pas. J'avais vu les signes, oui, un cheveu brun sur son col, un message effacé trop vite sur son écran. Mais j'avais fermé les yeux, par peur de l'inconnu, par crainte de briser l'illusion d'un mariage stable que j'avais construite pierre par pierre. J'y réalisais maintenant, avec une lucidité qui me coupait le souffle, qu'il m'avait manipulé depuis des mois, sapant ma confiance comme un termite ronge le bois d'une maison. Chaque compliment était suivi d'une pique, chaque geste d'affection d'une emprise plus serrée. Il voulait me garder sous son emprise, me réduire à une ombre de moi-même, une épouse docile qui oublierait ses ambitions pour se fondre dans son monde égoïste. Sa maîtresse n'était pas une surprise, je l'avais entreaperçue dans les ombres de nos disputes, cette femme qui riait de ma chute comme si elle avait gagné une bataille. J'avais ignoré les parfums étrangers sur ses vêtements, les appels étouffés dans la salle de bain, les sourires secrets quand il consultait son téléphone. Par lâcheté? Par amour résiduel? Ou simplement parce que l'idée de tout perdre, cet appartement, cette vie apparente de confort, me terrifiait plus que la vérité. Mon téléphone vibra sur le comptoir, un bourdonnement discret qui brisa le silence oppressant. Je le saisis d'une main tremblante, l'écran illuminant mon visage pâle. C'était un message du directeur de l'hôpital Saint-Louis, un homme aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant que j'avais croisé lors de comités médicaux. Docteur Moreau, confirmation pour notre rendez-vous demain à 10h. Nous discuterons du poste de chef de service. Impatient de vous entendre. Un sourire timide naquit sur mes lèvres, un éclat fragile dans l'obscurité de ma tourmente. Ce poste, une promotion que j'avais poursuivie en secret, accumulant des recommandations et des publications dans des revues spécialisées, représentait plus qu'une avancée professionnelle. C'était ma bouée de sauvetage, un salaire doublé qui me rendrait indépendante financièrement, loin de ces chaînes dorées. Et ce diplôme brûlé? Une copie que j'avais faite pour le cadre du bureau, par pure précaution après une inondation mineure l'année précédente. Le vrai, l'original avec son sceau officiel et ses signatures encre bleue, était en sécurité dans mon coffre à la banque, à l'abri de ses mains destructrices. Antoine ignorait tout de mes ambitions secrètes, il me voyait comme une extension de lui-même, une trophée à exhiber lors de soirées, pas une femme avec des rêves propres. Pour lui, j'étais, sa Élise, un objet possessif plutôt qu'une partenaire égale. J'y réfléchis à notre mariage, assis là dans la cuisine faiblement éclairée par la lune filtrant à travers les volets mi-clos. Il avait commencé par une passion enflammée, 10 ans plus tôt, lors d'une conférence à Genève où nos regards s'étaient croisés au milieu d'une foule de délégués. Antoine, avec son charisme irrésistible, m'avait courtisé avec des roses rouges et des dîners aux chandelles sur les bords du lac Léman. Nous avions ri ensemble, voyagé Venise sous la neige, New York en automne et construit ce qui semblait être un avenir solide. Mais au fil des ans, la passion s'était muée en prison émotionnelle. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho persistant. Tu es ma femme. Possessif,
Destructeur, il n'était pas une déclaration d'amour, mais une affirmation de propriété. Il avait étouffé mes aspirations, minimisé mes succès pour gonfler les siens, transformant notre union en un jeu de pouvoir où j'étais toujours la perdante. Une clarté émergea alors, comme un brouillard qui se dissipe au lever du soleil, révélant les contours nets d'un paysage caché. Je n'étais pas faible, j'avais sauvé des vies, tenu des cœurs battants entre mes mains gantées, affronté des crises en salle d'opération où chaque seconde comptait. J'avais dirigé des équipes sous pression, pris des décisions vitales dans le chaos des urgences, consolé des familles éplorées. Pourquoi tolérer cela? Pourquoi laisser un homme me réduire à une ombre? La conscientisation me submergea comme une vague purificatrice, je méritais mieux. Des larmes coulèrent sur mes joues, chaudes et salées, traçant des sillons sur ma peau. Mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de libération naissante, des gouttes qui lavaient les années de doutes accumulés. Je sentis une force intérieure se réveiller, un feu intérieur qui avait couvé sous les cendres de l'humiliation. Je passais la nuit à planifier, mon esprit bouillonnant comme un scalpel tranchant le brouillard. Assise à la table de la cuisine, un bloc-notes à la main, ce même cahier où je notais mes protocoles médicaux, je listais mes forces, ma carrière solide, mes collègues loyaux qui m'avaient soutenu lors de promotions passées, mes économies personnelles que j'avais cachées dans un compte séparé. Mes alliés, une amie avocate spécialisée en divorce, que j'avais rencontrée lors d'un séminaire, et qui m'avait souvent dit en riant, « Si un jour tu as besoin, appelle-moi ». Je visualisais les étapes, contacter un serrurier pour changer les verrous, louer un studio temporaire près de l'hôpital, entamer les procédures légales. Chaque mot griffonné renforçait ma détermination, transformant la peur en stratégie. Dehors, Paris s'éveillait lentement, les premiers klaxons des voitures, le bruit distant d'un boulanger ouvrant sa boutique, l'odeur du pain frais qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. L'aube se leva sur la ville, peignant le ciel d'un rose timide au-dessus des toits de zinc. Avec elle, une détermination froide m'envahit, comme l'acier d'un bistouri prêt à inciser. Je n'étais plus la victime passive, celle qui fermait les yeux sur les trahisons. Je commençais à voir le manipulateur qu'il était vraiment, un homme faible qui se nourrissait de mon effacement pour briller. Mon cœur, brisé en 1000 éclats comme un verre fragile, commençait à se réparer, pièce par pièce, collé par la colle tenace de ma résilience. Je me levai, versai un café fumant dans une tasse en porcelaine, un rituel matinal qui, ce jour-là, symbolisait un nouveau départ. En le sirotant, je regardais par la fenêtre les passants emmitouflés contre le froid, chacun vaquant à sa vie. Bientôt, je serais l'une d'eux, libre, indépendante. La nuit avait été un gouffre, mais elle m'avait mené à cette révélation, la fin d'une ère, le début d'une renaissance. Antoine dormait encore, ignorant que la femme qu'il croyait brisée s'apprêtait à voler de ses propres ailes. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel d'hiver gris perle, la lumière diffuse filtrant à travers les nuages comme une promesse timide. Je me levai tôt, le corps encore lourd de la nuit presque blanche, mais l'esprit étrangement clair, aiguisé comme un bistouri avant une opération délicate. Dans la salle de bain, devant le miroir aux dorures anciennes, je me regardais longuement, les cernes violets sous mes yeux, les lèvres pincées, mais aussi une lueur nouvelle dans le regard, une détermination froide qui me surprit moi-même. Je pris une douche brûlante, laissant l'eau marteler ma peau comme pour effacer les traces de l'humiliation de la veille. En m'habillant, je choisis un tailleur pantalon anthracite, sobre et professionnel, celui que je portais pour les conférences importantes, un uniforme de guerre, en quelque sorte. Antoine dormait encore, sa respiration régulière résonnant dans la chambre comme un rappel de son indifférence. Je laissai un mot bref sur la table de la cuisine, je vais à l'hôpital. Nous parlerons plus tard. Pas de signature, pas d'amour. Juste ces mots froids qui marquaient déjà une distance. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Louis fut un voyage intérieur. Assise dans le métro bondé de la ligne 4, entourée de Parisiens emmitouflés qui feuilletaient leurs journaux ou scrollaient sur leur téléphone, je sentis mon cœur en tumulte. Les stations défilaient Réaumur-Sébastopol, Strasbourg-Saint-Denis, Gare de l'Est comme des étapes d'une vie que je laissais derrière moi. Les odeurs de café et de croissants chauds se mêlaient à celles du métal froid des rames. À chaque secousse, je revoyais les flammes de la cheminée, le rire de la maîtresse, le téléphone d'Antoine braqué sur moi. Mais au lieu de la douleur familière, une colère saine montait, une énergie qui me poussait en avant. Mon téléphone vibra plusieurs fois dans mon sac, des messages d'Antoine,
que je lus d'un œil distrait. Chérie, rentrons à la maison ce soir, oublions cette petite scène. Je t'aime. Sa voix mielleuse, presque enfantine, me fit sourire amèrement. Petite scène? Brûler 15 ans de ma vie devant tout le monde était une petite scène? Je ne répondis pas. Je raccrochai même quand il appela, le laissant tomber sur ma messagerie vocale où il répéta les mêmes mots, avec une pointe d'inquiétude cette fois. Point à l'hôpital, l'air antiseptique et les couloirs animés me ramenèrent à ma réalité profonde. Ici, j'étais le docteur Moreau, respectée, compétente, indispensable. Les infirmières me saluèrent avec leurs sourires habituels, les internes me demandèrent un avis sur un dossier complexe. Je traversai les étages avec une assurance retrouvée, mes talons claquant sur le lino usé. Dans le bureau du directeur, un espace lumineux avec vue sur les toits parisiens, il m'accueillit avec une poignée de main ferme et un regard chaleureux. « Docteur Moreau, asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de professionnalisme. Il me présenta le contrat pour le poste de chef de service en chirurgie cardiaque, une responsabilité immense, un salaire doublé, une équipe de 20 personnes sous ma direction, des projets de recherche financés. Je lus chaque ligne avec attention, sentant une excitation monter en moi, une indépendance financière qui signifierait la liberté totale. « Félicitations, docteur Moreau, dit-il enfin en me tendant le stylo plume. Je signai d'une main ferme, Élise Moreau, en lettres élégantes et décidées. À cet instant précis, dans ce bureau aux murs couverts de diplômes et de photos d'opérations réussies, je sentis une force nouvelle m'envahir, comme un courant électrique qui parcourait mes veines. J'étais désormais chef de service. Ma vie ne dépendait plus de personne. En sortant de l'hôpital en fin d'après-midi, le ciel s'était dégagé, laissant place à un soleil pâle qui faisait scintiller les flaques sur les trottoirs. Paris semblait plus beau, plus vivant, les passants pressés, les vélos qui slalomaient entre les voitures, l'odeur de crêpes chaudes d'un stand près de la station République. Je marchais lentement, savourant cette sensation de légèreté. Mais il était temps d'affronter la suite. De retour à l'appartement, Antoine était là, assis dans le salon, un verre de whisky à la main, le visage crispé. « Où étais-tu » lança-t-il d'un ton qui se voulait autoritaire, mais où je décelai une note d'angoisse. Je le fixai calmement, posant mon sac médical sur la console de l'entrée. « C'est fini, Antoine. Je pars. » Les mots sortirent de ma bouche avec une clarté surprenante, sans tremblement, sans hésitation. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de stupeur et d'incrédulité. Il se leva d'un bond, riant nerveusement comme si c'était une plaisanterie. « Tu ne peux pas. Tu as besoin de moi. Regarde-toi, après hier soir, tu es fragile, Élise. Reviens à la raison. » Mais je ne flanchais pas. Pendant qu'il dormait la nuit précédente, j'avais préparé mes valises en secret, 2 grandes malles roulantes remplies de vêtements, de livres médicaux, de photos personnelles. Elles étaient cachées dans le dressing, prêtes. Je les sortis une à une, les posant dans l'entrée sous son regard abasourdi. Il tenta de m'arrêter, posant une main sur mon bras, mais je me dégageai doucement mais fermement. « Laisse-moi, Antoine. » Pendant qu'il dormait encore ce matin, j'avais aussi accédé à son téléphone déverrouillé. Il utilisait toujours la même combinaison, notre date d'anniversaire. J'avais vu la vidéo qu'il avait filmée, cette preuve humiliante de sa cruauté. Je l'avais effacée de son appareil et sauvegardée sur une clé USB que je gardais maintenant dans ma poche. Une assurance, au cas où. Ton assurance santé dépend de mon poste, dis-je froidement, le regardant droit dans les yeux. Il blêmit instantanément, comprenant enfin. Son contrat d'assurance premium, celui qui couvrait ses consultations privées et ses éventuels problèmes de santé futurs, était lié à mon emploi à l'hôpital, un avantage que j'avais obtenu grâce à mon ancienneté et que j'avais étendu à lui par amour, autrefois. Sans mon poste, il perdrait cette couverture coûteuse. Ses lèvres tremblèrent, pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, celle d'un homme qui réalisait qu'il n'avait plus le contrôle. Et sa maîtresse appela à ce moment précis. Je vis son nom s'afficher sur son écran posé sur la table. Il regarda le téléphone vibrer, mais ne décrocha pas, comme un enfant pris en faute. Je saisis ma dernière valise, sentant le poids s'alléger à chaque pas vers la porte. « Au revoir, Antoine. » Il resta figé, muet, tandis que je franchissais le seuil.
Dans l'ascenseur qui descendait les étages, je respirais profondément pour la première fois depuis des mois. Le point de rupture était là, net, irréversible, plus de manipulation, plus de trahison, plus d'humiliation. Dehors, l'air froid de décembre me fouetta le visage, mais il était vivifiant, chargé de liberté. Je hélai un taxi, direction un petit studio que j'avais loué en urgence la veille au soir, près de l'hôpital, dans le 10e arrondissement, un 2 pièces lumineux avec vue sur un square arboré, symbolisant mon nouveau départ. Dans le taxi qui filait le long de la Seine, les lumières du soir commençant à s'allumer sur les ponts, les émotions bouillonnèrent enfin, une peur diffuse de l'inconnu, oui, mais surtout une excitation profonde, un sentiment d'être enfin vivante. Je pensais à toutes ces années où j'avais marché sur des œufs, anticipant ses humeurs, minimisant mes succès pour ne pas le froisser. Tout cela était fini. J'appelai mon amie avocate, Sophie, une femme brune et énergique que j'avais rencontrée lors d'un congrès médical. Sophie, c'est Élise. J'ai besoin de toi. Je veux entamer la procédure de divorce dès demain. Sa voix chaleureuse à l'autre bout me réconforta. Enfin, ma belle. Je suis là. Viens me voir quand tu veux. Arrivé au studio, je déballai mes affaires avec une lenteur délibérée, accrochant mes vêtements dans la petite armoire, posant mes livres sur l'étagère nue. Le lieu était modeste comparé à l'appartement haussmannien, mais il était à moi, imprégné de mon odeur, de mes choix. Je m'assis sur le lit, encore dans son plastique de protection, et regardai par la fenêtre les lumières des voisins qui s'allumaient une à une. Mon reflet dans la vitre me montra une femme transformée, les épaules redressées, les yeux brillants de résolution. Plus jamais je ne me laisserai humilier. Plus jamais je ne tolérerai la trahison. C'était le début de ma renaissance, un chapitre neuf écrit de ma propre main. Dans la nuit parisienne qui s'installait, avec ses klaxons lointains et ses rires étouffés, je me sentis enfin libre, une chirurgienne, une femme, une survivante prête à affronter l'avenir avec force. Antoine ne s'avoua pas vaincu si facilement. Les jours qui suivirent mon départ furent un assaut incessant, une tempête de tentatives désespérées pour reprendre le contrôle qu'il sentait lui échapper comme du sable entre les doigts. Mon nouveau studio, ce petit havre de paix dans le 10e arrondissement avec ses fenêtres donnant sur un square aux platanes dénudés par l'hiver, devint le théâtre de ses offensives. Le premier matin, alors que je sirotais un café brûlant sur mon balcon minuscule, enveloppé dans un plaid en laine, mon téléphone vibra sans relâche. Des messages d'Antoine, une avalanche de mots mielleux qui dégoulinaient de fausses contritions. Reviens, Élise, c'était une erreur stupide. Une blague qui a mal tourné. Je t'aime plus que tout. Puis, quand je ne répondis pas, le ton changea. Tu vas regretter cette impulsivité. Pense à ce que les gens diront. Je les lus en silence, le cœur serré mais résolu, et les effaçai un à un, sentant chaque suppression comme une petite victoire. Bientôt, les livraisons commencèrent. Un bouquet énorme de roses rouges, mes préférées autrefois, arriva à l'hôpital, accompagné d'une carte larmoyante. Pardonne-moi, ma chérie. Sans toi, je suis perdue. Antoine. Les infirmières de mon service, qui ignoraient encore tous des détails, sourirent avec envie en les voyant déposés sur mon bureau. Votre mari est si romantique, docteur Moreau, dit l'une d'elles, les yeux pétillants. Je souris poliment, mais intérieurement, une nausée me saisit. Ces fleurs, si belles avec leurs pétales veloutés et leur parfum entêtant, me rappelaient les excuses qu'ils servaient après chaque pique, chaque contrôle. Je les offris à une patiente en convalescence, une femme âgée qui pleura de joie en les recevant. Antoine apprit le geste comment, je l'ignore, et les envois redoublèrent, chocolat Godiva, un bracelet en or gravé de nos initiales, des lettres manuscrites sur du papier épais qu'il glissait sous ma porte. Chaque fois, le même refrain, je t'aime, reviens. Il passa ensuite à la manipulation émotionnelle plus subtile, contactant nos amis communs pour distiller son venin. Lors d'un appel avec Claire, une vieille connaissance de la faculté, elle me dit d'une voix hésitante, Antoine m'a appelé. Il semble si malheureux, Élise. Il dit que tu traverses une crise, que le stress de ton nouveau poste te rend irrationnel. Je sentis la colère monter, chaude et vive. Il peignait le portrait d'une femme fragile, hystérique, pour justifier ses actes. Mais je répondis calmement, Claire, il a brûlé mon diplôme devant tout le monde. Ce n'est pas une crise, c'est une rupture. Elle se tut, puis murmura, oh mon Dieu,
je suis désolé. Petit à petit, le récit se répandit dans notre cercle, et les appels d'Antoine diminuèrent chez les autres. Certains prirent même mon parti, envoyant des messages de soutien discrets. Un soir pluvieux de janvier, alors que la Seine charriait ses eaux grises sous les ponts illuminés, il se présenta à mon studio sans prévenir. J'étais en train de préparer un dîner simple, une salade niçoise avec des tomates encore rouges malgré la saison, quand la sonnette retentit. À travers l'interphone, sa voix tremblante: « Élise, ouvre-moi. Juste 5 minutes. » J'hésitais, le cœur battant, mais je descendis dans le hall. Il était là, sous la lumière crue de l'entrée, les cheveux ébouriffés par le vent, les yeux rougis comme s'il avait pleuré. Son manteau coûteux était trempé, et il tenait un petit paquet cadeau. « Sans toi, je suis perdu », murmura-t-il en tendant les mains vers moi. « Pense à nos années ensemble, à la Normandie, au voyage. » Sa voix se brisa, et pendant un instant fugace, les souvenirs affluèrent, nourrir sur les falaises d'Étretat, ses bras autour de moi lors d'un coucher de soleil à Santorin. Une tentation me traversa, un écho de l'amour passé. Mais je me rappelai les flammes, l'humiliation publique, le rire de sa maîtresse. « Non, Antoine, » dis-je doucement mais fermement. « C'est terminé. » Il passa alors à la menace voilée: « Tu regretteras. Je peux ruiner ta réputation avec cette vidéo. Tout le monde la verra. » Je souris pour la première fois, un sourire froid et assuré. « Quelle vidéo ? Elle n'existe plus. » Son visage se décomposa, il réalisa que j'avais été plus rapide, que pendant son sommeil cette nuit fatidique, j'avais effacé la preuve de son téléphone et sécurisé ma propre copie. Il pâlit, bredouilla quelque chose, puis partit sous la pluie, les épaules voûtées. À l'hôpital, ma vie professionnelle brillait d'un éclat nouveau. En tant que chef de service, je dirigeais les opérations avec une autorité naturelle, guidant les jeunes internes lors de chirurgies complexes, sentant le pouls régulier des patients sous mes doigts experts. L'équipe me respectait profondément, lors des réunions, mes idées étaient écoutées, mes décisions applaudies. Les succès s'enchaînaient, une greffe cardiaque risquée réussie, un protocole innovant adopté à l'échelle de l'établissement. Antoine tenta une dernière manœuvre spectaculaire, il se rendit à une conférence médicale importante au Palais des Congrès, où j'étais invité à prononcer un discours sur les avancées en cardiologie interventionnelle. La salle était comble, des centaines de collègues venus de toute la France, l'air chargé d'anticipation et d'odeur de café. Je montai sur l'estrade, vêtu d'un tailleur bleu marine élégant, mes notes en main, et commençai mon exposé avec assurance, projetant des diapositives sur les techniques mini-invasives. Au premier rang, je le vis soudain, Antoine, feignant le soutien, un sourire forcé aux lèvres. À la fin, il s'approcha devant tout le monde, tendant la main: « Ma femme est brillante. Félicitations, chérie. » Les collègues applaudirent poliment, mais je l'ignorais superbement, me tournant vers un groupe de médecins pour répondre à leurs questions. Son geste tomba à plat, il repartit, humilié à son tour, sous les regards curieux. Intérieurement, chaque tentative d'Antoine renforçait ma résolution, comme si ses assauts étaient des vents qui fortifiaient l'arbre que j'étais devenu. Je sentais sa perte de contrôle, il dépendait désormais de mon assurance santé pour ses propres soins, un rappel quotidien de sa vulnérabilité, lui qui avait toujours prétendu être le pilier. Ses appels diminuèrent, remplacés par des silences lourds, des messages espacés qui sonnaient de plus en plus désespérés. Sa maîtresse, apprenant ma promotion et mon indépendance, le quitta rapidement. Je l'appris par un ami commun, un sourire aux lèvres. Antoine s'effaçait peu à peu, vaincu par ma force naissante. Mes nuits dans le studio étaient calmes, emplies de projets. Je lisais tard sous une lampe douce, planifiant des voyages seuls, peut-être la Provence au printemps, pour sentir la lavande et oublier les chaînes passées. Je courais le matin le long du canal Saint-Martin, l'air frais emplissant mes poumons, le rythme de mes pas syncopé avec mon cœur libéré. Les émotions étaient complexes, une tristesse résiduelle pour l'amour perdu, mais surtout un triomphe doux, une paix profonde. Paris, avec ses lumières dansantes sur la Seine et ses cafés bruissants, devenait mon allié, un décor de renaissance. Antoine n'était plus qu'une ombre fadigue, un chapitre clos. Je me fortifiais chaque jour, une femme nouvelle, prête à tout. 6 mois plus tard, le printemps avait enfin chassé l'hiver rigoureux qui avait accompagné ma rupture. Paris s'était paré de ses plus beaux atours,
les marronniers du boulevard Saint-Michel éclataient de fleurs roses, les terrasses des cafés débordaient de rires et de verres de rosé frais, et la Seine scintillait sous un soleil généreux qui faisait danser des reflets d'or sur ses eaux calmes. J'habitais désormais un appartement lumineux au dernier étage d'un immeuble ancien près des quais, dans le 4e arrondissement. Les grandes fenêtres à petits carreaux s'ouvraient sur une vue imprenable, Notre-Dame en reconstruction, majestueuse même dans ses échafaudages, les toits de zinc luisants, et plus loin, la silhouette élégante de la tour Eiffel qui se découpait contre le ciel azur. L'intérieur portait ma marque exclusive, murs blancs épurés, meubles scandinaves aux lignes simples, une bibliothèque remplie de traités de cardiologie mais aussi de romans que j'avais enfin le temps de lire, et des plantes vertes qui cascadaient depuis les étagères. Plus aucune trace d'Antoine, plus aucun objet choisi à deux. Tout était à moi, choisi avec soin, respirant la sérénité que je construisais jour après jour. Le divorce avait été prononcé rapidement, grâce à Sophie, mon avocate, qui avait rassemblé les preuves irréfutables, la vidéo que j'avais sauvegardée, et qu'Antoine avait tenté en vain de nier, les témoignages de quelques invités choqués par la scène de la cheminée, les messages ambigus avec sa maîtresse retrouvés sur son téléphone par un expert. Antoine avait signé sans combattre, les traits tirés, conscient que toute résistance aurait exposé sa cruauté au grand jour. Il avait gardé l'appartement du Marais, un poids financier qu'il assumait désormais seul, et moi, j'avais obtenu une compensation juste qui m'avait permis d'acheter ce nouveau nid. En le quittant définitivement, j'avais remporté seulement ce qui m'appartenait vraiment, mes vêtements, mes livres, ma dignité retrouvée. À l'hôpital Saint-Louis, ma carrière atteignait des sommets que je n'aurais osé imaginer un an plus tôt. Chef de service en chirurgie cardiaque, je dirigeais une équipe soudée qui m'admirait sincèrement. Les opérations complexes s'enchaînaient avec succès, une valve aortique remplacée chez un enfant de 10 ans, une transplantation réalisée en urgence sur un patient en état de choc, des conférences où j'étais invitée comme experte. J'avais même lancé un programme de mentorat pour les jeunes médecins femmes, partageant mon histoire sans entrer dans les détails intimes, mais en insistant sur la résilience et l'importance de ne jamais laisser quiconque éteindre sa flamme. Lors des pauses dans la salle des médecins, autour d'un café brûlant et de croissants encore tièdes, mes collègues me regardaient avec un respect nouveau. « Vous êtes une inspiration, docteur Moreau », me disait souvent Lucas, un interne brillant aux yeux verts pleins d'admiration. Je souriais, sentant une fierté profonde m'envahir, une fierté qui n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Et la liberté était enivrante, comme un vin capiteux que l'on savoure enfin après des années d'abstinence. Je voyageais seul pour la première fois, un week-end prolongé en Provence, où j'avais marché dans les champs de lavande en fleurs près de Gordes, l'air embaumé d'un parfum violet qui apaisait mon âme. J'avais loué une petite maison en pierre, cuisiné des ratatouilles avec les légumes du marché de l'Île-sur-la-Sorgue, lu tard le soir sur la terrasse en écoutant les cigales. Puis un séjour à Lisbonne, où j'avais déambulé dans l'Alfama, goûté des pastéis de nata encore chauds, dansé seul sur du fado mélancolique dans une petite casa. Chaque voyage effaçait un peu plus les chaînes invisibles du passé. Je rencontrais de nouvelles personnes, des amis sincères lors de vernissages dans le Marais, des collègues avec qui je partageais des dîners animés, et même un intérêt romantique platonique pour l'instant Marc, un cardiologue d'un autre hôpital, aux cheveux poivre et sel et au rire communicatif, avec qui je prenais des cafés prolongés sans pression, juste le plaisir de conversations profondes sur la médecine et la vie. Les thèmes de la trahison et de l'humiliation, si lourds autrefois, s'étaient transformés en leçons précieuses, gravées dans mon cœur comme des cicatrices qui renforcent plutôt qu'elles ne fragilisent. Je ne haïssais plus Antoine, je le voyais désormais pour ce qu'il était, un homme faible, prisonnier de son ego, qui avait tenté de me diminuer pour se sentir grand. J'apprenais, par des amis communs qui prenaient encore de ses nouvelles par politesse, qu'il avait perdu son poste à la banque, une fusion ratée, des erreurs coûteuses imputées à son manque de concentration. Sa maîtresse l'avait quitté dès qu'elle avait compris que l'argent et le statut vacillaient, elle avait filé vers un nouveau conquête plus stable. Et surtout, son assurance santé, toujours liée à mon poste à l'hôpital, lui rappelait quotidiennement sa défaite, chaque consultation, chaque examen, passait par ma signature indirecte. Il payait le prix de sa cruauté, seul dans l'appartement trop grand, face au mur qui résonnait encore de nos anciens rires. Je ne ressentais plus de colère, juste une pitié distante, comme on regarde un bateau échoué sur une plage. Un soir, alors que je rentrais d'une garde épuisante mais victorieuse, un patient sauvé d'une rupture d'anévrisme, je m'assis sur un banc face à la Seine, juste en dessous du Pont-Neuf.
La tour Eiffel s'illuminait à leur pile, ses milliers de lumières scintillant comme un feu d'artifice permanent. Je réfléchis à mon parcours, de la tension cachée dans notre couple parfait, au premier signe de contrôle, à l'humiliation publique qui avait tout fait basculer, puis à la conscientisation douloureuse, au point de rupture décisif, aux tentatives pathétiques d'Antoine pour me reconquérir. J'avais émergé plus forte, comme un cœur que l'on répare et qui bat plus vigoureusement ensuite. Et ma voix intérieure, autrefois étouffée, était désormais claire et puissante. Je suis docteur, femme, indépendante. Je n'avais besoin de personne pour valider mon existence. Les nuits étaient paisibles, je dormais profondément, sans cauchemar, rêvant parfois d'opérations réussies ou de voyages futurs. Le matin, je courais le long des quais, le vent dans les cheveux, sentant mon corps fort et vivant. Paris, ma ville bien-aimée, symbolisait cette renaissance, ces rues pavées où j'avais pleuré seule, maintenant parcourues avec assurance, ces cafés où je lisais le journal en paix, ces lumières qui guidaient mes pas. Un soir de juin, alors que le soleil se couchait en teinte orangée derrière Notre-Dame, je reçus un dernier message d'Antoine, le premier depuis des mois. Élise, je regrette tout. Puis-je te voir une dernière fois? Je le lus sur mon balcon, un verre de vin blanc frais à la main, les bruits de la ville montant doucement. Je souris, un sourire serein et sans amertume. Je n'effaçai pas le message tout de suite, je le laissai là, comme un témoignage du chemin parcouru. Puis, sans regret, je bloquai son numéro. Si un jour il appelait encore, je raccrocherais sans haine, juste avec l'indifférence paisible de celle qui a tourné la page. Et ma vie était mienne, enfin. Plus de chaînes émotionnelles, seulement la liberté infinie d'une femme qui s'était relevée des cendres, plus forte, plus lumineuse. Et tandis que les lumières de Paris s'allumaient une à une, je me levai, rentrai chez moi, et fermai la porte sur le passé avec un clic doux et définitif. L'avenir s'ouvrait devant moi, vaste et radieux.